Bonsoir, bienvenue dans cette vidéo. En cette soirée d'Halloween, j'aimerais vous parler de quelque chose en particulier. Il existe une vidéo sur YouTube que je considère comme l'une des vidéos sur internet qui m'ont le plus effrayé quand j'étais plus jeune. Et cette vidéo, vous la connaissez sûrement si vous traînez souvent sur ce site. Obey the Walrus. La vidéo fut postée sur YouTube le 26 janvier 2008 par l'utilisateur David Nunez. Elle s'ouvre sur Andros, l'antagoniste principal du jeu vidéo Star Fox, chantant en espagnol une comptine pour enfants. L'image coupe ensuite vers un décor psychédélique alors que la comptine s'accélère de façon frénétique, avant de transitionner vers le corps principal de la vidéo et ce qui lui a valu sa notoriété. Même si ça paraît aujourd'hui très cliché de mettre une musique à l'envers pour faire un truc badant, ces images sont restées gravées dans ma mémoire pendant très longtemps. C'est l'atmosphère frénétique et purement déstabilisante qui m'a marqué, non seulement par son esthétique rentrant clairement dans la fameuse catégorie des vidéos cursed avec de grosses guillemets, mais bien évidemment par le physique très atypique et étrange de la femme qui danse. En revanche, ce n'est pas tant de la vidéo en elle-même dont je voudrais vous parler aujourd'hui, mais bien plus de la personne qui apparaît dedans. Oui, cette personne. La jeune femme que vous voyez en ce moment danser avec difficulté est une drag queen se nommant Sandy Crisp, plus connue sous son nom de scène The Goddess Bunny. En 1994, un documentaire sur sa vie fut réalisé. Il est aujourd'hui disponible dans son intégralité sur YouTube. Je vous propose donc de découvrir ce soir avec moi la vie mouvementée de Sandy Crisp, l'icône d'une contre-culture hollywoodienne. We are going to delve into the life of the only truly glamorous star left in Hollywood. What I'm doing is preparing the script of my full life, up to now at least. I don't plan on expiring soon, but just in case. But yeah, there's a lot of things in here that are emotional and painful. So I figured, why not put it down on paper? There's a lot of things that the world doesn't know about what has happened to me. Nous allons commencer par explorer la vie de Sandy, par le milieu. Oui, je sais, ça paraît bizarre, et vous aurez sans doute beaucoup d'interrogations par rapport à l'enfance de Sandy tout le long de la vidéo. Mais c'est la direction que le film a choisie, donc prenez votre mal en patience. Pour le moment, sachez juste que Sandy a été assignée homme à sa naissance en 1960, que ses parents lui ont initialement donné le nom de John Baima, et qu'elle a fait son coming out trans à l'âge de 14 ans, choisissant donc le nom de Sandy Crisp. Bref, allons-y. Sandy a vécu durant une certaine période dans un abri à SDF, jusqu'à ce que sa mère, Betty John Baima, ne vienne la chercher. Elle l'amena dans son mobil-home à Riverside en Californie, et là commença une période dans la vie de Sandy que cette dernière décrit comme une situation intéressante. Alors que Sandy était en train de préparer sa chambre, sa mère mit plusieurs choses au clair avec elle. Des choses comme « ne fais pas de drague »,« ne parle pas de drague » et « ne parle pas de ta sexualité ». Oui, sa mère était très religieuse et les forçait à rejeter sa transidentité. Mais malgré ça, vivre avec elle ne semblait pas si compliqué que ça, hormis en ce qui concerne sa vie sociale qui était au point mort. Une des phrases que sa mère avait tout le temps à la bouche était « Il n'y a pas de bar gay à Riverside ». Mais Sandy affirme avec humour qu'il était absurdement facile de découvrir le contraire. Sandy trouva donc rapidement les bons endroits à fréquenter et put commencer à se faire de l'argent grâce à ça. Se déplacer à Riverside était en revanche très difficile pour une handicapée physique comme Sandy. Les horaires de bus étaient particulièrement compliqués et elle ne possédait ni voiture ni permis de conduire. Malgré tout, elle commença à se faire un nom dans le milieu et à se faire inviter à Hollywood, ce qui la poussa à partir de Riverside pour retourner vivre à l'hôtel Saint-Francis, connu de nos jours en tant qu'hôtel Gershwin. Sandy est ce qu'on appelle une transgenre préopératoire, c'est-à-dire qu'elle possède encore ses organes génitaux masculins.
Elle prenait cependant déjà des hormones à l'époque du documentaire, c'est pour ça qu'on la voit posséder des seins sur certaines de ses photos. Ses préparations pour ces représentations lui prennent en général 3 jours, mais ça dépend également de beaucoup de facteurs, comme l'ampleur du spectacle, son nombre de représentations, les fringues qu'elle porte, son maquillage et sa coiffure. Juste avant le show, Sandy met à peu près 40 minutes pour se préparer, en écoutant des musiques joyeuses et entraînantes histoire d'être sûre d'être dans le bon état d'esprit pour divertir ses spectateurs. Elle répétait d'ailleurs ses chansons au point que ses colocs en avaient souvent marre d'entendre les mêmes chansons en boucle. If you look at yourself in the mirror and you think that you can pull this off, good luck. I wish everybody good luck. Ce n'est qu'un peu plus tard que sa petite carrière en tant qu'actrice ne commença. Alors que Sandy se trouvait juste devant son hôtel, une voiture s'arrêta à sa hauteur et la réalisatrice Penelope Spheeris s'en sortit, accompagnée de son photographe. Penelope lui proposa de jouer dans son film, Hollywood Vice Squad, et Sandy accepta. Elle se rendit donc aux auditions en open call et y obtint le rôle de Charlene, qui allait être le début de sa modeste carrière en tant qu'actrice. Lors de ces auditions, elle eut l'occasion de rencontrer la drag queen Glenn Midmore, qui allait finir par devenir un des personnages importants de sa vie. Les deux s'entendirent tout de suite très bien et emménagèrent rapidement ensemble en tant que colocataires. Sandy décrit Glenn comme quelqu'un de très timide et silencieux en temps normal, mais d'incroyablement doué sur scène, comme s'il se métamorphosait une fois qu'il avait un public en face de lui. Sur scène, Sandy et Glenn ont joué ensemble le duo musical The Carpenters, Sandy jouant Karen et Glenn jouant Richard. Ils sont également apparus ensemble dans certains films de John Aisneal, faisant lui aussi son apparition dans ce documentaire. Ce sont sur les tournages de ces films que Sandy fit la rencontre d'un autre sacré personnage, le Cosmic Daniel, de son vrai nom Daniel Hernandez. Sandy le décrit comme, je cite, « un mec espagnol qui ressemble à une geisha japonaise ». Ça s'invente pas. Leur relation à tous les deux a en revanche été bien plus tumultueuse que celle entre Glenn et Sandy. Cette dernière a d'ailleurs raconté à plusieurs moments du documentaire des crasses et des embrouilles qu'elle a pu avoir avec Daniel. Il leur est carrément arrivé une fois de se battre, malgré l'incapacité de Sandy à se défendre, ce qui, on va pas se mentir, est très bas de la part de Daniel. Cet incident les a amenés à ne plus jamais se revoir, et ça vaut sûrement mieux ainsi. La toute première fois que le réalisateur John Aisneal eut l'occasion de voir une performance de Sandy était au Limbo Lounge, un club sur le Santa Monica Boulevard à l'ouest d'Hollywood. Il accrocha tout de suite au personnage et décida de caster Sandy pour son film à venir, The Drift, qui sortit en 1989. Elle y joua le rôle du personnage de La Countessa, tandis que Glenn joua celui de Mrs. Stone et Daniel celui de Meg. Une chose intéressante et assez drôle se déroula vers le début du tournage. Sandy était absente et introuvable pour une de ces scènes. Le reste de l'équipe partit donc à sa recherche. Ils l'ont finalement retrouvée dans un bar, complètement déchirée et accompagnée de 2 prostituées. Ils ont quand même réussi à la ramener sur le plateau de tournage, toujours aussi bourrée. Sandy, sous l'influence de l'alcool, n'arrêtait pas de dériver de son script, en débitant des tas et des tas de trucs incohérents et perchés, qu'Aisneal décrivit comme du Shakespeare psychotique. Il garda donc ses prises d'un total d'environ 40 minutes de côté, pas pour The Drift, mais pour les utiliser dans sa production suivante, The Goddess Bunny Channels Shakespeare, sorti la même année que The Drift. Après The Drift, Aisneal eut l'envie d'adapter très librement l'histoire de Ma Barker, une criminelle américaine des années 20 ayant dirigé avec ses fils un gang spécialisé dans les braquages et le rapt. Il recontacta donc Sandy pour lui faire jouer le rôle de Ma, et Glenn pour le rôle d'Alvin Karpis, un autre membre du gang des Barker. Le tournage se déroula au Barker Ranch, lieu devenu célèbre pour ses connexions avec la famille de Charles Manson. Et non, si vous vous posez la question, le Barker Ranch n'a strictement aucun lien avec le gang des Barker, en dehors du nom. Sandy décrit John Aisneal comme la réponse de l'Ouest à John Waters, au moins en termes de shock value. John Waters étant le réalisateur entre autres de Pink Flamingos, pour lequel il dut carrément payer une amende pour obscénité, et possédant lui aussi une drag queen en acteur fétiche, Divine. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, mais c'est John Aisneal qui a créé le nom de scène Goddess Bunny, et non pas Sandy, car à la base, Sandy devait utiliser le pseudonyme de Bunny Victoria Venus. Et c'est précisément maintenant qu'on arrive au passage que vous attendez sûrement.
Durant son époque du Limbo Lounge, Sandy a énormément gagné en popularité grâce à une certaine vidéo. La vidéo en question fut réalisée par Glenn et nous montre Sandy en train de faire des claquettes dans une tenue blanche. Ace Neil la considère comme l'une des meilleures choses qui ait circulé dans le milieu underground, et c'est d'ailleurs ce qui l'a inspiré à prendre Sandy dans ses films. Quelqu'un retrouva cette vidéo de claquettes bien des années plus tard et l'utilisa pour réaliser Obey the Walrus. Obey the Walrus fut posté pour la première fois sur le site eBaum's World en 2005, avant d'être réuploadé sur YouTube quelques années plus tard, possédant aujourd'hui plus de 6 millions de vues. Ace Neil, en tant que grand admirateur de Sandy, affirme que cette dernière est celle qui a fait renaître à elle seule le glamour cinématographique. Le projet suivant d'Ace Neil semblait devoir se dérouler dans un futur où Sandy est un sex symbole, avec de très nombreuses personnes désirant se faire opérer pour les ressembler. Malheureusement, je n'ai réussi à retrouver aucune trace de ce projet, et il est fort probable qu'il n'ait finalement jamais vu la lumière du jour. En revanche, Ace Neil fonda un jour une exposition artistique, où la chose la plus importante à voir selon lui était Sandy, jouant le rôle d'un personnage nommé AIDS terroriste, littéralement terroriste du sida. Ce projet au nom fleuri consiste en une série de photos prises par Kenny Kemp. Ace Neil est décrit comme tellement scandaleuse et réaliste que même les gens qui pensent aimer ça finissent par détourner les yeux. Vous vous doutez donc bien que ça va être très compliqué pour moi de vous montrer la moindre photo de ce projet. Pour créer les fausses blessures de Sandy, ils utilisèrent du blanc d'œuf, du papier toilette et du fer à paupières. Kenny aurait apparemment envoyé ces photos à Washington pour sensibiliser les gouverneurs face aux victimes du sida et à la situation qui continue de s'empirer de jour en jour. Un peu plus tard dans sa vie, Sandy trouva une nouvelle colocataire en la personne de Dee, une femme trans. Sandy avoue avoir en général du mal à vivre avec d'autres personnes trans, surtout à cause de leurs problèmes émotionnels et sautes d'humeur causés par leurs conflits hormonaux. Malgré cela, elle affirme que Dee s'en sort très bien pour gérer tout ça. Les deux sont ainsi devenus très proches. Dee est une personne assez timide, contrairement à Sandy. Performer devant un public, c'est pas vraiment son truc. Elle fait en revanche de la poésie de son côté, Sandy se montrant d'ailleurs très encourageante envers elle à ce sujet. Nous retrouvons ensuite Sandy à la jetée de Santa Monica, un lieu lui semblant très important. D'après ses dires, sa mère accoucha en 1960 à cet endroit même, au sommet de la Grande Roue. À l'âge de 6 ans, elle faillit subir un grave accident en tombant d'un des chevaux du carrousel. Dans ce parc, Sandy croise un autre de ses anciens colocataires, Jérôme. Ils ont vécu 6 mois ensemble jusqu'à ce qu'ils partent vivre avec une autre fille. Sandy avoue avec un peu de honte qu'elle avait peur de lui au début, à cause de ses difformités physiques, mais qu'elle l'apprécie énormément maintenant, Jérôme étant une personne très énergique et amusante. Vous vous en doutez sûrement, mais l'industrie dans laquelle Sandy a tenté sa chance est très dure avec les personnes de son type. La recherche de travail est très compliquée, les recruteurs étant en général très refroidis par les handicaps physiques. Just because we're handicapped doesn't mean we don't have a brain. Ce snobisme et cette froideur de la part d'Hollywood ont conduit Sandy à juste renier complètement tout ça, pour pouvoir mieux se tourner vers l'underground. Elle possède maintenant son propre fan club, s'est faite photographier par Joel Peter Whitkin, la photo en question s'étant vendue pour la modique somme de 14 000 $ d'ailleurs, et a carrément adopté certains de ses fans comme ses fils et filles. Bref, on peut dire que son choix vis-à-vis d'Hollywood a plutôt bien marché. Et elle a pu poursuivre son activité et son évolution dans un milieu qui lui correspond vraiment, bien moins prétentieux et hypocrite, et ça, c'est cool. Mais bien avant tout ça, Sandy a vécu une enfance particulièrement malheureuse et difficile. Et avant de continuer, j'aimerais placer ici quelques trigger warnings pour maltraitance d'enfants, violences physiques et sexuelles et graves erreurs médicales. Si vous êtes jeune ou que ces sujets vous touchent particulièrement, je vous laisse quelques secondes pour quitter la vidéo. Sandy naît prématurément de 2 mois et demi, le 13 janvier 1960, et attrape immédiatement le virus de la polio. Le vaccin contre cette maladie existait déjà à l'époque, mais Sandy était bien trop jeune et fragile pour le recevoir. Le virus commença donc par affecter sa jambe et son pied droit, et ainsi débuta une très longue série d'opérations pour Sandy. Elles étaient en elles-mêmes incroyablement douloureuses et désagréables, Sandy les comparant carrément à de la torture médiévale, et sont malheureusement des choses que de très nombreux handicapés doivent endurer.
De nombreux appareils furent installés dans son corps pour maintenir ce dernier en place. Et les appareils auraient dû lui être retirés à l'âge de 16 ans, et pourtant, à l'âge de 33 ans, Sandy les possédait encore tous. Toutes ces épreuves que le corps de Sandy a dû subir, accompagnées par la progression du virus et de nombreuses erreurs médicales, ont provoqué ces très nombreuses difformités qui l'ont malheureusement accompagnée toute sa vie. Lorsqu'elle était très jeune, et avant de retourner vivre chez sa mère, Sandy dut partir vivre dans de nombreuses familles d'accueil. Et là commença une période de sa vie particulièrement dure et compliquée, bien plus qu'avant. Mais je préfère laisser Sandy elle-même vous en parler directement. When I was very young, I was living in foster homes, and several of the foster homes, I ran into problems of being sexually molested. And I know for physically fit people that have been raped, it's emotional. But for a physically handicapped person, it's devastating. When you can't even fight back with the people that are abusing you, and you're afraid for your own life because you were told if you've mentioned it to a social worker or a doctor or a teacher that it could get worse. I was molested from the ages 9 to 13, and I can tell you, for the pain that I went through, I am an advocate for people today to not let people take advantage of them. And I think that the government and the social services out there should really screen the foster homes they put these people in. Even though they pass through the paperwork, find out who they are emotionally and mentally so they don't go through the things I went through. 5 broken bones, being tied to bed frames, being forced to eat my own vomit and drink my own urine was some of the things that I went through. So I think it would help and be beneficial for everyone out there to really, if a child is screaming for help, listen to them, because they could be telling the truth. Le film se termine sur Sandy exprimant une nouvelle fois sa volonté que les handicapés soient plus acceptés dans l'industrie du cinéma et de la télévision, puis partant chercher son permis de conduire. Cependant, nous avons encore des trucs à dire sur la vie de Sandy, car ce documentaire fut réalisé en 1994, donc il y a déjà un petit bout de temps quand même. Après ça, Sandy continua de jouer dans plusieurs productions. En termes de cinéma, elle apparut en 1995 dans le film Sugar and Spice de Larry Wessel, toujours aux côtés de son camarade Glenn Midmore, mais aussi dans le documentaire de 1999 God is in the TV, réalisé entre autres par Marilyn Manson. Et dans les années 2000 et 2010, Sandy joua un tout petit rôle non nommé dans Shooting LA de Dan Clark en 2001, son propre rôle dans S d'Athanasios Karanicolas en 2002, le rôle de Dinner dans The Three Trials de Randy Graef en 2006, et le rôle de Gina dans Scumbag de Mars Roberge en 2017. Elle joua également dans quelques clips en parallèle de ça. Elle apparut dans le clip de Puppet Master par Soul Assassins en 1997, ainsi que celui de Fallen Leaves en 2006 par Billy Talent, mais surtout en 1998 dans le clip de The Dope Show par Marilyn Manson. En 2019, l'un des fils adoptifs de Sandy, Hunter Ray Barker, réalisa un court-métrage en hommage à sa mère, sobrement intitulé Bunny. Il est, comme le documentaire The Goddess Bunny, disponible dans son intégralité sur YouTube. Je vous conseille donc vivement d'aller y jeter un œil. Toute la vidéo est très touchante. On peut vraiment y ressentir tout l'amour de son entourage pour elle, et ça réchauffe énormément le cœur de voir ça pour quelqu'un qui a tant souffert. Sandy vécut ses dernières années à Inglewood, en Californie, entourée des gens qu'il aime, et mourut malheureusement à Los Angeles le 27 janvier 2021 du Covid-19, à l'âge de 61 ans, après une vie riche en expériences et haute en couleurs.
Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'ici. J'aimerais conclure cette vidéo sur une note un peu plus personnelle. Au début, quand j'ai découvert l'histoire de Sandy Crisp et tout ce qui s'est passé dans sa vie, bien après avoir vu pour la première fois Obey the Walrus, je me suis senti mal. Un peu honteux peut-être, honteux d'avoir eu peur du physique d'une personne qui ne l'a pas choisi, d'un physique qui témoigne de nombreux traumatismes et épreuves inhumaines. Mais malgré tout, j'ai fini par faire la paix avec moi-même. Si je n'avais pas connu cette vidéo qui m'a tant effrayé, je ne me serais sans doute jamais penché sur la vie de Sandy Crisp. Aujourd'hui, je n'éprouve plus que de la tendresse et du respect pour elle, et je pense que c'est tout ce qui compte au final. J'ai découvert la vie de quelqu'un qui a réussi à surmonter ses traumatismes et à profiter de la vie à 100%, faisant ce qu'elle aime jusqu'au bout, avec les gens qu'elle aime. Repose en paix, Sandy. Tu vas manquer à beaucoup de monde.